Alors Olivier, dis-moi, si je te dis guerre des tranchées, toi tu me dis 14-18 tout de suite. Ben t'as raison, mais pas que. Il y a eu aussi une guerre des tranchées à Jérusalem. Alors quel est l'intérêt stratégique de cette colline? Ah là, tu poses une grande question. En fait, tu veux savoir comment tout a commencé. Exactement. Bon, bah, je vais te dire. Bon, de toute façon, il faut faire court, hein, parce que la guerre, elle a duré que 6 jours. Ouais, donc, ouais, t'imagines que tout va très très vite. Tout va très vite, et au début, les Jordaniens, bah, c'est pas du tout clair qu'ils vont rentrer dans la guerre. Puisqu'au début de la guerre, il y a un front au nord avec la Syrie, un front au sud avec l'Égypte, mais les Jordaniens, ils nous ont fait passer des... Non, ils sont pas dedans, et puis ils nous ont fait passer des messages comme ça qui semblent dire qu'ils veulent pas rentrer dedans. Ce n'est que lorsque le 5 juin, au soir, eh bien on se rend compte que, bah si, ils sont rentrés dedans. C'était pas prévu. Bah il va falloir faire quelque chose. Mais nous, on n'est pas prêts. Nous, on n'est pas prêts à Jérusalem à se battre. On n'avait pas prévu de se battre pour Jérusalem. Ça faisait pas partie des stratégies de conquérir la vieille ville, quoi que ce soit. Donc on est obligé de rappeler des Milouimnikim, de rappeler des réservistes qui n'étaient pas du tout prêts à cela. Et on y va. On est lancé dedans. Et la première chose à protéger, c'est pas du tout aller conquérir la vieille ville. L'objectif, c'est qu'on sait que les Jordaniens sont en train d'avoir une grosse vue sur Arad Sofim, le mont Scopus, là où il y a l'université, qui est en fait à l'époque une espèce d'enclave juive, là où il y a encore les territoires jordaniens. Et donc, ils sont en train de là-bas. L'objectif, c'est de prendre cette zone-là pour pouvoir aller sauver Arad Sofim. Voilà l'objectif. Alors, bon, bah, ça c'est bien gentil, mais ça veut dire qu'il va falloir passer par Givat HaTachmoshet. Sauf que, on ne pense pas que Givat HaTachmoshet, ça va être un gros combat. Pourquoi ? Bah parce que d'après les infos qu'on a, là où ça va être compliqué, c'est là-bas. Là-bas, il y a ce qu'on appelle Bet Sefer LaShotrim. C'était l'école des officiers qui avait été mise en place par les Anglais, okay, dans les années 30. Et là-bas, d'après ce qu'on sait, il y a 2 plougotes jordaniennes. On va dire qu'une plouga, c'est 100 soldats. Donc, ils sont censés en avoir 2. Alors que dans la Giva, ici dans la colline des munitions, d'après ce qu'on sait, il y a une marlaka, une trentaine d'hommes, et pas beaucoup armés. Donc, on est emmené sur la région, et l'objectif va être donc de prendre la colline, prendre l'école des officiers et avancer. Alors, tu comprends bien qu'on n'a pas énormément de forces en présence, donc on va concentrer nos forces vers le Bet Sefer LaShotrim. Et moins ici. Et moins ici, évidemment. Donc on se dit, attends, on a été à l'école de l'armée, on sait que ceux qui défendent, ils ont besoin d'être moins nombreux que ceux qui attaquent. Parce qu'ils ont des places fortes et tout ça, machin. Ok, en plus, quand il s'agit d'une colline, c'est pas compliqué. Eux, ils sont en hauteur, nous, on doit monter. Donc s'ils sont une marlaka, d'après ce qu'on a appris, il faut être 3 fois plus. Donc nous, on va amener une plouga ici. Voilà, une plouga de 90 à 100 personnes. Pour 30 personnes, c'est faisable. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver le soir. Il est très tard quand on arrive. Le combat va commencer à 2h30 du matin. C'est à partir de ce moment-là que commencent les combats. Ben oui, mais quel est le problème ? Normalement, on fait un briefing avant le combat. Là, on n'a pas le temps. Ben, on a le temps. Sauf qu'on fait un briefing, mais on ne sait rien de ce qui va se passer dans ce briefing. Puisque la carte qui nous est donnée, qui est donnée aux soldats, je me mets dedans, qui est donnée aux soldats à l'époque, eh ben, c'est une carte d'une photo aérienne de Jérusalem. Si tu veux, sur la carte, c'est un point qui va HaTachmoshet. On ne voit pas les tranchées, on voit rien. Et c'est avec ça qu'on va gérer le truc. T'imagines bien que quand on arrive à 2h30 du matin, il fait tout noir, on ne sait pas ce qui se passe, et évidemment, les infos qu'on a, ben, elles ne sont pas bonnes. Alors justement, tu as parlé des tranchées, on va s'y rendre justement. Bah allez, on va à la conquête des tranchées. Alors on se trouve maintenant dans ces tranchées. C'est ce que trouvent en fait les soldats israéliens lorsqu'ils arrivent. Le seul problème, c'est que quand ils arrivent, il fait nuit. Je t'ai dit, quand on va arriver ici, on est une plouga. Une plouga, c'est une centaine d'hommes. On sait qu'il y aura une trentaine de soldats jordaniens. Évidemment, c'est faux. Il y a 200 à peu près jordaniens. C'est-à-dire, il y a 2 plougotes qui sont là. C'est
une artillerie lourde qui n'était pas du tout prévue au programme. Et donc quand on arrive ici à 2h30 du matin, eh bien on se fait recevoir avec un comité d'accueil incroyablement violent, terriblement bruyant. On est en pleine nuit, on sait qu'il y a 3 théalotes, c'est-à-dire 3 tranchées. On a prévu de séparer notre groupe en 30-30-30. Un qui va passer dans la tranchée occidentale, un dans la tranchée orientale et un au milieu. Tout ça sans plan. Et puis c'est parti. Le seul problème, c'est que quand on commence, dans le brouhaha le plus complet, il y a un des chefs d'opération qui était censé rentrer dans la tranchée centrale, se trompe parce qu'il fait nuit, parce qu'il voit pas bien, il voit l'entrée d'une théala, il se dit c'est celle-là, et il rentre. Seulement c'est pas la centrale, c'est déjà l'occidentale. Et donc celui qui était censé être à sa droite, il se dit ok, alors je vais à sa droite, et il va dans la centrale. Et finalement, il n'y aura plus personne dans la troisième. Et on ne va pas aller de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va perdre une grande partie de notre force d'attaque parce que on s'est mal orienté, mal organisé. Bon, c'est pas grave, on rentre, et tu vois, dans les tranchées, il va falloir faire face à des ennemis qui sortent de partout. Il y en a dans les bunkers au-dessus de nos têtes, il y en a dans les bunkers à côté de nous, et il faut avancer mètre après mètre. Et le seul problème, c'est que tu vois, la tranchée, elle est sympathique, et je suis pas quelqu'un de grand. Et pourtant, je dépasse. Et donc, je ne peux pas avancer comme ça. Parce que si j'avance comme ça, c'est fini. Donc, je suis obligé d'être tout le temps bloqué comme ça. Et le grand problème, c'est que je ne sais pas vers où avancer. Enfin, je sais, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, il faut que je trouve un moyen de calmer les tirs au-dessus de moi pour que je puisse avancer. Il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir envoyer quelqu'un. Donc, il faut absolument que quelqu'un, non seulement nous donne de la visibilité, mais c'est même pas ça qui est important. Surtout qui monte et qui nous couvre. C'est-à-dire qui tire dans tous les sens pour qu'en face, il ne tire pas parce qu'il se cache et donc pour que nous, on puisse avancer. Maintenant, tu sais, il y a des lois dans Tsahal. Et dans ces lois, j'ai pas le droit d'envoyer quelqu'un à une mort certaine. Le problème, c'est qu'envoyer quelqu'un là-haut, c'est l'envoyer à la mort. Parce qu'il sera tout seul, complètement à découvert et il va se faire avoir. Donc normalement, je devrais demander, est-ce que quelqu'un est volontaire ? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de demander un volontaire. Et là, celui qui raconte l'histoire, c'est le Samer Mempe, le numéro 2, si tu veux, qui est responsable là de l'opération. Et il dit, j'ai pas eu le temps de demander un volontaire. J'ai envoyé Ethan. Et je lui ai dit, Ethan, tu montes. Et là, il raconte que Ethan, il n'a pas hésité. Même pas une seconde, il a hésité. Il avait une mitrailleuse sur lui, il a mis la mitrailleuse là, il a grimpé, il est monté, et il a commencé à tirer. Et il avançait, et il courait. D'après ce que nous, les soldats, on a entendu 3 fois. Le médecin légiste a dit que beaucoup plus. Mais nous, on a entendu 3 fois que Ethan, en courant, il a fait « Aïe !» Genre, il s'est fait toucher. Mais en fait, beaucoup plus. Et il va continuer à avancer, et il va courir comme ça. Et même moi, j'étais obligé des fois de l'arrêter parce qu'il courait trop vite. Et il avançait trop vite par rapport à nous. Je lui disais, reviens. Et il a avancé comme ça pendant 35-40 mètres. Jusqu'à ce que finalement, juste ici, une balle ennemie lui atteigne en pleine tête et il est tombé ici dans la tranchée. Mais grâce à lui, on a pu arriver en haut de la colline. Et grâce à lui, on a pu finalement arriver au bunker Agadol, au grand bunker. Et grâce à lui et à tous les autres, on a pu finalement conquérir la colline des munitions. On a donc fini la bataille de la colline des munitions. On est encore le 6 juin. Est-ce que pour autant la guerre est terminée ? Alors non, la guerre n'est pas terminée, c'est vrai. On a raconté toute l'histoire du combat, la folie. Finalement, on a gagné un combat qui était impensable à gagner avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et on a gagné, et on avance. Parce qu'une fois qu'on a pris la Givat Atach-Moshe de la colline des munitions, il faut continuer à avancer vers le mont des Oliviers. Et donc on va avancer pendant toute cette journée du 6 juin et on va finalement arriver au mont des Oliviers. Et en fait, de là, il y a un point de vue incroyable sur la vieille ville, sur le mont du Temple. Et on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire quoi, on ne sait pas quoi faire ? Pour l'instant, il n'est absolument pas prévu d'aller plus loin. Parce qu'à aucun moment, il était prévu de conquérir la vieille ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer ? Au fur et à mesure des combats qui sont ailleurs dans le pays, le matin du 7 juin, à 6h du matin, réunion au sommet, réunion secrète. Yitzhak Rabin, qui est à ce moment-là chef des armées, évidemment Moshe Dayan, Sarah Bitachon,
Et on est au téléphone avec Motagour, le chef des parachutistes, celui qui a amené tous ces hommes ici. Et bien finalement, l'ordre vient sans beaucoup de discussion, il faut prendre la vieille ville. Et donc c'est parti, les unités vont descendre du mont des Oliviers, passer par la porte des Lions. Finalement, on arrive, les combats à l'intérieur de la vieille ville sont assez difficiles, mais finalement moins que ce qu'on pensait. Et puis on y arrive. Le mont du temple est entre nos mains. Et tu vois cette scène qu'on connaît, qu'on a vue dans les vidéos, où il y a des soldats qui montent et qui vont accrocher un drapeau sur le mont du temple. C'est ce drapeau-là. C'est le drapeau officiel. On peut même, si on se rapproche, voir ici qu'il y a marqué quelque chose. Et c'est la véritable signature des parachutistes qui disent voilà qu'à Fred Beillard, nous sommes là et nous avons accroché le drapeau sur le mont du temple, sur le Kotel. Ça y est, on est rentré à la maison. Alors, une petite question intéressante. Est-ce que les soldats qui sont arrivés là-bas, ils ont pleuré ou ils n'ont pas pleuré? Alors, ils ont refait la même photo pour les 40 ans de la libération de Jérusalem avec les 3 mêmes parachutistes. Et ils ont été interviewés. Est-ce que vous avez pleuré? Ils ont dit non. Ils ne se sont pas rendus compte, peut-être. Alors que dans les films, on les voit pleurer. Alors toi tu dis, ils ne se sont pas rendus compte, c'est très possible. Moi je me souviens la réponse qui avait été la réponse du Rav Lau, qui disait, mais c'est pas vous qui avez pleuré. C'est 2000 ans de larmes, 2000 ans de neshamot, 2000 ans de dames qui ont pleuré pour ça, qui ont pleuré à travers vous. On est à la fin donc de cette visite de Givat Atar-Moshet. On a raconté l'histoire donc de la prise de Jérusalem. On se retrouve devant un mur. C'est quoi ce mur? C'est peut-être l'endroit le plus extraordinaire de tout ce qu'on a vécu ensemble. On est devant ce qu'on appelle Kirazav. Alors, c'est quoi ce mur doré? Tu peux voir, il y a des noms. Et si on peut regarder bien et qu'on se met à compter, on va trouver 182 noms. C'est les 182 soldats qui sont tombés pour Jérusalem. Ouais, et on a des pierres là en dessous, alors juste voilà, en dessous. On a en dessous 182 pierres, une pierre pour un nom, des différentes shrounotes, des différents quartiers qui ont été libérés, soit pendant la guerre d'indépendance, soit pendant la guerre de 6 jours. Ici, l'idée, c'était de dire, tous ces hommes-là sont tombés pour les pierres de Jérusalem, on va les mettre l'un en face de l'autre. Alors, on ne peut pas terminer sans une signification spirituelle. Évidemment que là, regarde, par exemple, on t'a marqué Al-Chomotaï, Yerushalayim, Ifkadeti Shomrim, Kol Hayom ve Kol Halayla. J'aurais mis en place tout le temps des gardiens pour Jérusalem. Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire la chose suivante. Cet endroit-là, ce mur des noms, eh bien, représente exactement ce que nous dit le Talmud, que Yerushalayim osa et kol Israël lechaverim. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Yerushalayim a quelque chose. Alors, au niveau purement halachique, ça veut dire quoi? À l'époque, il y avait la dimension de manger de la trouma, pas de la trouma, troumot, maasrot. Est-ce que j'ai bien pris et j'ai bien donné au Kohen, j'ai pas bien donné au Kohen? Celui qui fait les règles, il s'appelait chaver, par rapport à celui qui était amaharet. Eh bien, on nous dit qu'à Jérusalem, tout le monde est chaverim. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas, est-ce que toi c'est kasher chez toi, c'est kasher chez toi, c'est bien chez toi. Tout le monde est ensemble. En d'autres termes, Jérusalem réunit Am Israël. Tout le monde a sa place à Jérusalem. Si tu veux, tout le monde a sa place à Jérusalem. Sans tout le monde, il n'y a pas Jérusalem, en fait. Si tu veux, quand on regarde dans le livre de Samuel, qu'on voit que David Ameler va acheter l'endroit du mont du Temple, et bien là-bas, il y aura marqué qu'il va l'acheter 50 shekels. Bon, c'est pas mal, bon, c'est pas les mêmes shekels qu'aujourd'hui, mais... Le problème, c'est quand tu vas regarder dans Divrei Hayamim, il y a marqué qu'effectivement, David l'a acheté, mais il l'a acheté 600 shekels. Alors quoi, il y a eu une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim? Makara, Pachout, nous dit le Talmud dans le traité de Chagiga. Oui, 50 shekels David a donné, au nom de la tribu de Yehuda. Chaque tribu a donné 50 shekels, et ça fait au final des 12 tribus 600 shekels. Si tu veux Jérusalem, il faut tout le monde. C'est pour ça que David a conquis la ville seulement après qu'il ait réuni toutes les tribus autour de lui. Jérusalem, c'est tout le monde. Ces 182 soldats, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des religieux, il y avait des pas religieux, il y avait des hommes de gauche, des hommes de droite. Ils nous ont tous montré un chemin. Ce chemin, c'est que Jérusalem, c'est l'endroit par excellence de la réunion du peuple juif, quoi qu'il arrive. Alors c'est quoi Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem? Eh bien c'est le jour où Am Israël prend conscience de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement revenu créer un petit État sympathique dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient. Non, il est venu continuer la tradition qui a été lancée par Abraham et Yitzhak lorsqu'ils étaient au Har Moria pour la Hakeda. Ils ont continué la tradition de David qui est venu ici conquérir la ville, et ils ont continué la tradition des 182 Giborim qui ont
permis que nous soyons là aujourd'hui. C'est en fait à nous de devenir les nouveaux héros de Jérusalem. Pas forcément en se battant l'arme à la main, mais en développant cette ville pour en faire véritablement un endroit où Yerushalayim, Osa et Kol Israël le Chaverim. Je terminerai juste en te disant, voilà, on est devant le mur doré qui représente bien ce que Naomi Shemer avait écrit. Yerushalayim Shel Zahav. En fait, c'est pas Naomi Shemer, c'est déjà Rabbi Akiva qui donnait ce Yerushalayim Shel Zahav à sa femme. Mais en fait, c'est pas lui qui a inventé ça. Parce que c'était le minhag à l'époque, que les calottes, lorsqu'elles arrivaient sous la roupa, elles avaient ce Jérusalem d'or, cette couronne de Jérusalem, parce qu'elles comprenaient, tout le monde comprenait, que Am Israël qui continue, eh bien c'est tout simplement la construction de Jérusalem en marche.